Bonsoir à tous. C'est une émission spéciale que je vous propose aujourd'hui. Mercredi prochain sortira au cinéma le troisième et dernier volet du Hobbit, l'adaptation cinématographique du roman de Tolkien par Peter Jackson. Mais qui était vraiment Tolkien, l'auteur de Bilbo le Hobbit et l'auteur du Seigneur des Anneaux? Nous vous présentons ce soir un documentaire inédit autour de cet écrivain qui est encore largement méconnu malgré la popularité de son œuvre littéraire. Nous nous sommes penchés sur le parcours de Tolkien. Et vous allez le voir, rien ou presque ne le destinait à devenir le romancier qu'il fut. Comment est né le Seigneur des Anneaux? D'où vient le Hobbit? Voici la réponse à ces questions et à beaucoup d'autres. Pour vous raconter l'histoire de Tolkien, de très nombreux documents exceptionnels jalonnent le film que vous allez voir maintenant, des cartes, des photos de famille, mais aussi des dessins de Tolkien, car cet écrivain perfectionniste illustrait lui-même ses romans. Voici donc l'histoire d'un monde né de l'obsession d'un écrivain de génie, Tolkien, le seigneur des écrivains. C'est un documentaire inédit dans la grande librairie et nous nous retrouverons sur ce plateau juste après en compagnie de Vincent Ferré, spécialiste de l'œuvre de Tolkien. Le Seigneur des Anneaux. Une œuvre littéraire parmi les plus grandioses jamais écrites. Aujourd'hui, Le Seigneur des Anneaux est le deuxième roman le plus vendu de tous les temps. Plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde entier. Au début des années 2000, la trilogie connaît encore un surcroît de popularité, grâce aux adaptations cinématographiques réalisées par Peter Jackson. Un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres, les lier. Il est venu à moi, l'anneau unique, ce sera l'héritage de mon royaume, et tous mes descendants seront liés à son destin, alors je ne me risquerai pas à faire du mal à l'anneau. Il m'est très précieux, bien que je l'ai acquis avec souffrance. Les inscriptions sur son contour commencent à s'effacer. L'écriture qui au début était aussi lumineuse qu'une flamme rougeoyante a presque disparu. C'est un secret qu'aujourd'hui seul le feu peut révéler. Ces films, qui remportent 17 Oscars, rencontrent un succès planétaire et sont bientôt suivis par l'adaptation du Hobbit. Cette œuvre n'a guère de précédent dans l'histoire de la littérature. Avec Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit et le Silmarillion, puis avec les dizaines de contes et récits de la Terre du Milieu, c'est une véritable mythologie qui a été forgée de toutes pièces en plein cœur du XXe siècle. Mais les films de Peter Jackson n'offrent qu'une vision très subjective d'une œuvre bien plus complexe, bien plus foisonnante, signée J.R.R. Tolkien. Qui est l'auteur de ces romans exceptionnels? D'où vient son extraordinaire imagination? Voici l'histoire d'un incroyable processus de création littéraire. L'histoire d'un jeune orphelin débarqué d'Afrique du Sud dans les banlieues anglaises à l'âge de 4 ans. L'histoire d'un soldat dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. L'histoire d'un professeur à Oxford, écrivant son œuvre La Nuit. L'histoire d'un des plus beaux livres de la littérature mondiale. John Ronald Reuel Tolkien. Cet homme discret, aux éternelles vestes de tweed et gilets à boutonnières, qui porte un vieil imperméable couleur muraille, cet homme mène une vie banale de professeur d'université dans une modeste maison de banlieue. À première vue, c'est une vie un peu étroite, un peu ennuyeuse, sans véritable surprise. À première vue seulement. Regardez bien cet homme. Il est professeur à Oxford, spécialisé dans le dialecte moyen anglais des West Midlands. Dans son pavillon de banlieue, avec sa femme, ses enfants, dans son jardin, il ne montre rien du monde intérieur qu'il porte. Et le contraste est saisissant entre cette vie ordinaire
et d'extraordinaire imagination qui a créé le Seigneur des Anneaux. Nous sommes à Sayre Hall, à quelques kilomètres de Birmingham, au cœur de l'Angleterre. John Ronald Reuel Tolkien a vécu, à proximité de ce moulin, des années idylliques, des années décisives, dont il reparlera longtemps après. Il a 4 ans lorsque sa mère s'installe ici avec son frère cadet Hilary. Quelques mois plus tôt, il était encore dans la chaleur sèche des sables d'Afrique du Sud, où il est né. Tolkien naît en 1892 dans l'État libre d'Orange, qui est une petite république bourre d'Afrique du Sud. Son père était venu quelques mois plus tôt là-bas pour essayer de faire fortune dans la banque. C'est plutôt une classe assez pauvre, déshéritée. C'est une ancienne famille riche, mais qui a perdu sa fortune au 19e siècle. Enfant, Tolkien n'était pas en bonne santé. Le climat là-bas ne lui convenait pas. Quand il était très jeune, sa mère l'a ramené en Angleterre avec son frère cadet pour des vacances. Son père est mort pendant ce séjour. Alors, ils se sont installés près de Birmingham. Arthur Tolkien meurt d'un rhumatisme infectieux en Afrique du Sud sans avoir réalisé ses rêves de fortune et sans avoir revu son fils, âgé d'à peine 4 ans. Nous sommes en 1896. À Sayre Hall, la santé du jeune Ronald s'améliore considérablement. La campagne environnante est pour lui un terrain d'aventure et de réconfort. Tout près, il y a une rivière, une écluse, des prés, des carrioles et des chevaux. Et des paysans. 2 meuniers, aux barbes noires et aux parlers rudes. Tolkien, à 4 ans, sait déjà lire et apprend très vite à écrire. Il donne à ses paysans des surnoms délicieusement terrorisants. Il les appelle les ogres. Il se sentait profondément chez lui dans cette verte campagne. Il adorait cette vie campagnarde et villageoise avec ses paysans. Et plus tard, ce souvenir l'a aidé à façonner l'image de la comté où vivent les hobbits. Si Sayre Hall inspire quelques années plus tard à Tolkien l'univers de la comté, c'est en raison de la quiétude qu'il trouve dans cette campagne. Il dessine, il lit, passe ses journées perché dans les arbres, se passionne pour les légendes du roi Arthur. À l'âge de 7 ans, il écrit sa première histoire, une histoire de dragon. À Sayre Hall, Tolkien aura donc vécu 4 années de bonheur. 4 années seulement. À la fin de l'année 1900, la mère de Tolkien est contrainte de déménager, faute de moyens financiers. Pour le jeune garçon, la fin de la vie campagnarde est un déchirement. Il découvre la proche banlieue de Birmingham, la fumée des usines, la grisaille des quartiers ouvriers et la pauvreté. Il a 12 ans lorsqu'un événement tragique vient bouleverser sa vie. La deuxième déchirure, c'est la mort de sa mère, Mabel. Elle meurt en 1904 d'un coma diabétique, de façon très brutale. Et déjà orphelin de père, Tolkien et son petit frère vont être orphelins de mère et confiés au père Francis Morgan. Le père Francis Morgan, un prêtre catholique que sa mère avait rencontré quelques années plus tôt, va jouer un rôle capital dans la vie de Tolkien. À la fois mentor, soutien financier et spirituel, il aide l'orphelin à se loger, à poursuivre ses études, à s'extraire du milieu social très pauvre auquel il semble destiné. Sa mère s'était convertie au catholicisme quelques années avant sa mort, et pour Tolkien, cette religion va devenir le lien indéfectible qui va l'unir à sa mère. Tolkien s'est replié sur lui-même. Et tout en restant sociable, à l'intérieur, il ressentait une profonde tristesse, un terrible sentiment de deuil. Il a posé un nouveau regard sur ce monde. Il n'y avait plus de certitude. Tout ce qui semblait certain pouvait soudain disparaître. Soutenu par le père Francis, Tolkien poursuit ses études au prestigieux King Edward College. À 16 ans, il rencontre dans le nouveau domicile où il est hébergé une jeune fille qui joue admirablement du piano. Elle s'appelle Edith Bratt. Et très vite, Tolkien et elle deviennent inséparables. À 19 ans,
il réussit les examens d'entrée à Oxford et rejoint Exeter College. Nous sommes dans le jardin du recteur d'Exeter College à Oxford, où Tolkien a commencé ses études de licence de 1911 à 1915. La plupart du temps, à Exeter College, Tolkien se détendait. Il s'amusait, il nouait des amitiés, il participait à des dîners et profitait des clubs d'étudiants. Il prenait du bon temps, il ne travaillait pas beaucoup. C'est après avoir changé de matière, lorsqu'il a commencé à étudier l'anglais et les littératures et les langues rattachées à l'anglais, qu'il s'est vraiment mis au travail. En réalité, cela fait quelques années que Tolkien a développé une étrange passion, une passion pour les langues. Sa mère lui avait déjà appris le latin et le français. Il s'est mis à l'étude du grec et de l'allemand, puis du vieil anglais, l'anglo-saxon, et encore du moyen anglais. Sur les trains qui passaient devant sa maison près de Birmingham, il a remarqué des inscriptions en gallois qu'il se met à apprendre. Tolkien découvre ce qui deviendra sa passion et son métier, la philologie, c'est-à-dire littéralement l'amour des mots, et plus particulièrement la philologie comparée. Un poème surtout mobilise l'intérêt du jeune garçon. Il s'agit de Beowulf, transmis en vieil anglais de poète en poète, sans doute aux alentours du 8e siècle. Fa kom of mora under mist Chleothum, Grendel gongan, godes ure beir, Muntes e manskatha, manacunes, sumna bisirwan, in seletham hean. Pour Tolkien, ce n'est pas simplement une question de sens, c'est aussi une question de musicalité. C'est quelqu'un qui a une oreille fine et qui est sensible au fait que différents peuples, différentes cultures s'expriment à travers des sons qui sont différents de sa langue maternelle étant l'anglais. C'est ici, à Exeter, dans la bibliothèque de l'université, qu'une partie du destin de J.R.R. Tolkien va se sceller. Un jour, poussé par la curiosité, il découvre une nouvelle langue. Une langue ancienne, très différente de celle qu'il manie déjà avec talent. Il découvre le finnois. Il ne le sait pas encore, mais sa lecture du Kalevala, le grand livre de la mythologie nordique, va déterminer le reste de sa vie. C'est vraiment ce livre qui est à l'origine de l'histoire de la Terre du Milieu. Tolkien y a découvert une belle langue, quelque chose qui avait une saveur extraordinaire. Et ça lui a donné l'envie d'inventer une langue qui sonnerait comme le finnois, qui aurait la saveur du finnois. La découverte du Kalevala provoque un déclic chez l'étudiant en philologie. Ces récits mythologiques, écrira-t-il dans une lettre, sont pleins de cette culture primitive et souterraine que, dans l'ensemble, la littérature européenne n'a cessé de réduire et d'éliminer depuis des siècles, plus ou moins complètement, selon les peuples concernés. Encore adolescent, Tolkien se met à créer un langage personnel, un langage qu'il baptise le Quenya. C'est l'ancien langage des elfes, tel que ces derniers le parleront plus tard dans Le Seigneur des Anneaux. Ansiten talle varre oiolossio vefagna maria telentari ortene arigliti arundullave lumbole a sindanoriello caita morni e falma linna rimbe mettarhissie un tuppa calachiglio miri oiale si vannuna romello vanno a Valimar na marie na hiruvaglie Valimar na eglie hiruva na marie. The first began seriously to invent languages about when I was 13 or 14. I've never stopped, really. Languages have a flavour to me, which I never understand people saying, for instance, it was awfully dry and dull, because a new language to me is just like taking a new wine or a new sweetmeat or something. Les langues elfiques, et particulièrement le Quenya, sont des langues complexes et développées. Tolkien a travaillé pendant longtemps, pendant des décennies, sur le Quenya. Il a développé non seulement quelques mots éparses, parce que c'est facile d'inventer des noms ou des
des mots, mais il a inventé des règles de grammaire, des verbes complexes, des mots qui ont évolué. Ce n'est pas un espéranto basique, c'est une langue véritablement qui se veut la plus réelle possible. Tolkien, à ce moment-là d'ailleurs, pour s'habituer à son propre alphabet, va même jusqu'à écrire son journal intime dans un anglais phonétique écrit dans cet alphabet. Nous sommes au cœur du processus créatif de Tolkien. Tolkien invente donc d'abord une langue avant d'écrire un chef-d'œuvre. Veut-il devenir écrivain à cet âge-là? Non. L'idée ne le traverse même pas. Il se destine à une carrière universitaire, veut faire des études de linguistique et devenir professeur. Il lit d'ailleurs peu de romans, affiche ostensiblement son mépris pour le théâtre et tout particulièrement pour Shakespeare. L'île au trésor de Stevenson l'a considérablement ennuyé et la littérature anglaise, pour lui, s'arrête à Chaucer, c'est-à-dire au XIVe siècle. Tolkien était profondément intéressé par la littérature ancienne, la littérature médiévale. Il était attiré par les livres qui racontaient une histoire avec des aventures et des péripéties. Tolkien a un esprit large. Il ne reste pas limité à une seule forme littéraire ou à une seule époque ou à une seule culture. Je pense que c'est un humaniste. En fait, c'est un homme de la Renaissance. C'est un humaniste qui voit les hommes, les cultures, les langues, les littératures. Et c'est certain qu'il a été inspiré par le Moyen-Âge, mais pas seulement par le Moyen-Âge. Il y a des allusions à la culture grecque, à la culture romaine, à la culture égyptienne, pharaonique, mais ce n'est jamais dit en ces termes-là. Tolkien a donc inventé une langue, le Quenya. À quoi peut-elle bien lui servir? S'il se passionne pour les langues anciennes et les langues que l'on invente par jeu, Tolkien marque assez peu d'intérêt pour les pays où on les parle. Il voyage peu. Même plus tard, il ne se déplacera qu'à de rares occasions pour telle ou telle remise de diplôme. Un voyage, pourtant, va le marquer et durablement teinter son imagination. À l'été 1914, il parcourt les Cornouailles sur la côte sud-ouest de l'Angleterre. Le spectacle de la mer se brisant sur les rochers, des falaises creusées à même la paroi, sur les terres supposées du roi Arthur et de ses chevaliers, tout cela l'enchante. C'est sans doute là qu'il a l'intuition que la langue qu'il a créée et toutes celles qu'il continuera d'inventer ont besoin d'une histoire pour les abriter. La question qu'il se posait, c'est d'où venaient les parleurs, les locuteurs de cette langue? Comment ont-ils évolué à travers l'histoire? Quels autres peuples ont-ils rencontrés? Quelles étaient leurs relations? Est-ce que c'était des relations de force, des relations de domination? Quelles étaient leurs relations aux créateurs, si créateurs il y en avait? Et ces romans sont nés de cela, le besoin de placer ces langues dans une histoire réaliste, qui tiendrait. À son retour des Cornouailles, Tolkien écrit un poème, l'histoire d'un marin dont le navire traverse le ciel avant d'être changé en étoile. Il ne le sait pas encore, mais il vient d'écrire les premières lignes de sa mythologie. Mais au moment où Tolkien invente ce qui va devenir son monde, le monde réel, lui, s'écroule. L'été 1914 est décisif. L'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Comme des milliers de ses jeunes compatriotes, Tolkien est mobilisé. Le voici sous-lieutenant dans les fusiliers du Lancashire. Il est affecté au 13e bataillon. Débute une longue période d'entraînement, de fatigue et d'ennui. Tolkien est officier. Il a du temps devant lui. Il écrit de nouveaux poèmes. Il décide de se spécialiser dans les transmissions, où il apprend notamment à coder les messages. En mars 1916, quelques semaines avant d'être envoyé sur le front, il épouse Edith. Le 6 juin, son bataillon débarque à Calais. 3 semaines plus tard,
il est en première ligne dans la Somme. Le premier jour de l'offensive anglaise, 20 000 soldats alliés sont tués. Et les lignes n'ont pas bougé. À Hauvillers, Tolkien et sa compagnie attaquent sans succès un hameau en ruine tenu par les Allemands. Quelques jours plus tard, il est encore de l'assaut qui prend la redoute de Schwaben, une fortification dans les tranchées ennemies. Autour de lui, ses camarades tombent par dizaines, fauchés par les tirs de mitrailleuses. Il va découvrir l'horreur des tranchées, des choses qui vont ensuite être... Il va transposer plus tard dans ses livres. Quand Sam et Frodon marchent dans le marais des morts et ils expliquent qu'ils marchent sur des cadavres, on pense véritablement à l'expérience du soldat qui marche sur les corps de ses camarades dans les tranchées. C'est aussi un moment très important pour lui parce que quand il va être rapatrié en Angleterre, au bout de 5 mois, il sera victime de la fièvre des tranchées transmise par l'époux. Il va passer 2 ans de convalescence. Et ces 2 ans de convalescence, c'est le moment où il va pouvoir avoir le temps de travailler sur ces textes. L'impact de la Première Guerre mondiale sur Tolkien est considérable. De cette guerre vont naître quelques-uns des éléments les plus forts du Seigneur des Anneaux. Allongé sur son lit d'hôpital, pour tromper l'ennui, il se met à écrire. La chute de Gondolin est le récit de l'assaut de la dernière forteresse des Elfes, par Morgoth, le premier des esprits malfaisants. Puis, toujours à l'hôpital, Tolkien rédige une première version des Enfants de Húrin. Difficile de minimiser l'importance des batailles auxquelles il a participé pour comprendre celles qu'il décrira plus tard dans son œuvre. Mais ce qui ressort le plus de cette expérience des tranchées est la naissance d'un personnage et d'une idée. L'idée, c'est la communauté de l'anneau, cette communauté soudée par un but commun et par l'amitié. Et le personnage, c'est Sam Gamgee, le fidèle acolyte de Frodo. Mon Sam Gamgee, confessera un jour Tolkien, est en fait un décalque du soldat anglais, les secondes classes et les ordonnances que j'ai connues pendant la guerre de 1914 et que je trouvais de loin supérieur à moi-même. Alors qu'il était sur le point de partir en France, un de ses amis, Smith, lui a écrit depuis les tranchées, juste avant de sortir en patrouille de nuit, une des missions les plus dangereuses qui soit pour un officier. Et Smith lui a écrit ceci: « Si je ne reviens pas ce soir, je veux que tu saches que j'admire follement et sans réserve ton œuvre et que tu dois la publier. Tu fais partie des élus. » Smith a été tué en décembre 1916. Je pense que Tolkien a bien saisi ce message laissé par la mort de ses amis. Il doit écrire sa mythologie. En novembre 1917, Edith accouche de son premier enfant, un fils. C'est à ce moment que Tolkien rédige une pièce centrale de sa mythologie. L'histoire de Beren, ce mortel qui tombe amoureux d'une elfe, Luthien Tinuviel, quand il la voit dans les bois. Et Luthien, qui, par amour pour Beren, décide de renoncer à son immortalité. Luthien, c'est Edith. Et Beren, c'est Ronald. Tolkien le dira clairement des années plus tard. Pour lui, la création d'un mythe, la fabrication d'une légende, exprime plus profondément les sentiments que toute forme de déclaration trop directe. C'est vrai que l'histoire de Beren et Luthien, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, à la mort de son compagnon, va le chercher dans le royaume des morts. C'est elle qui devient Orphée et qui va chercher Beren Eurydice. C'est la femme qui le tire du royaume des ombres pour le ramener à la lumière. Et on peut penser que toute sa vie, Tolkien a été porté par cet amour pour sa famille et sans doute pour sa femme. Lorsque la guerre prend fin, Tolkien regagne Oxford. Il rejoint l'équipe de philologues du nouveau dictionnaire d'anglais. De 1920 à 1925, il part enseigner à Leeds, dans le nord de l'Angleterre, et il continue d'écrire sa grande mythologie, ce qu'il appelle le Silmarillion, et qui regroupe les nombreux textes qui racontent la création et les premiers âges de son monde. À cette époque, il n'a pas encore de vision très précise de ce que deviendra le Silmarillion. Les contes et les récits lui viennent sans plan, en rapport plus ou moins étroit les uns avec les autres. Entre 1922 et 1923, il écrit une suite de poèmes dans lesquels on retrouve pour la première fois un dragon et une certaine Miss Biggins, ancêtre de Bilbo et Frodo Baggins, ainsi qu'une créature étrange, visqueuse, aux yeux pâles et qui vit sous le sol d'une caverne. 1923, 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 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
Peu à peu, les éléments du grand livre se mettent en place. Mais son travail est interrompu. Tolkien a 32 ans et il vient d'être nommé professeur d'anglo-saxon à Oxford. Une consécration pour l'étudiant pauvre et orphelin débarqué du fin fond de l'Afrique du Sud et des banlieues grises des Midlands. Bientôt, la famille Tolkien s'installe dans un quartier conventionnel d'Oxford. C'est la fin des aventures, le début de la routine et d'une vie paisible d'universitaire. Il fait cours sur la légende de Beowulf et avec un certain succès. On raconte que Tolkien aimait bien commencer son premier cours sur Beowulf avec les premiers vers du poème, qui commence par une exclamation. What we gardena in yer dagum, theodkininga, frum ye frunon, hutha ethlingus, ellen ye fremedon. Et les étudiants qui étaient en train de bavarder, qui attendaient l'arrivée du professeur et le début du cours, entendaient brutalement « What way gardena ?» Et tout le monde sautait. Et Tolkien avait ce sens un peu d'acteur. Mais tous les bons professeurs sont des acteurs de toute façon. Et il avait ce goût donc de frapper les étudiants par les mots pour attirer leur attention. Si on essaie d'imaginer ce qu'est la vie de Tolkien à Oxford entre 1925 et 1959, c'est la vie de quelqu'un qui travaille tout le temps, ou presque, qui a des réunions presque tous les jours à l'université, qui assure beaucoup plus d'heures de cours que ce qu'on lui demande, qui reçoit des étudiants pour des cours particuliers comme ça se fait à Oxford, ou pour des cours à 2 ou 3, qui écrit énormément d'articles pour des publications dans des revues pour rendre compte de ce qui paraît dans son domaine, la philologie, les langues et littératures médiévales. Oxford also has beautiful gardens and meadows. À Oxford, il y a aussi de beaux jardins, des prés traversés par une rivière avec des saules penchés au-dessus de l'eau. Cette rivière apparaît dans les écrits de Tolkien, au début du Seigneur des Anneaux. C'est la rivière Tournesol, où déambulent les hobbits et où ils sont envoûtés par un saule maléfique. Ce passage est inspiré par les cours d'eau d'Oxford. Comment est né Le Seigneur des Anneaux? Entre sa carrière d'universitaire et sa vie domestique, Tolkien a finalement assez peu de temps pour écrire. Edith a donné naissance à 3 garçons et une fille. Les enfants grandissent. Pour les amuser, Tolkien leur envoie par la poste les lettres du Père Noël, qu'il a soigneusement tracées de sa main. Ça, c'est très intéressant. Tous les ans, il va envoyer à ses enfants une lettre censément écrite par le Père Noël. Il va aussi l'illustrer, ce qui va d'ailleurs montrer son talent d'illustrateur, ce qui est quelque chose qu'on sait très peu. Et il va aussi du coup développer un imaginaire particulier autour de ce monde du Père Noël au pôle Nord, qui est entouré d'un ours maladroit, de petits lutins, et qui va ensuite être menacé par les gobelins. Au fur et à mesure, on voit derrière cet imaginaire-là du pôle Nord, ce qui va ensuite reparaître sous sa plume dans le monde de la Terre du Milieu. Et puis un jour, Tolkien commence à écrire une histoire pour ses enfants. Pas le livre des contes perdus ou quelques épisodes de sa grande mythologie personnelle, non. Quelque chose de moins vaste, de moins sombre, davantage à la portée de jeunes enfants avides de contes. L'été 1925, Tolkien rédige un premier conte pour John et Michael, les 2 aînés. Ce sera Roverandom. Quelques années plus tard, il imagine les aventures de Tom Bombadil. Pour lui, ce sont des passe-temps inoffensifs, une façon d'amuser, de divertir ses enfants, tandis que secrètement, la nuit, il rêve de son grand œuvre mythologique, de son Silmarillion, qui n'avance pas bien vite. Aucun lien entre les deux. Et puis, un beau jour. I can still see the corner in my house in 20 Northmore Road where it happened. I got an enormous pile of exam papers there, and marking school examinations in the summertime is an enormous, very laborious, and unfortunately also boring. And I remember picking up a paper and actually I nearly gave an extra mark for it, extra 5 marks actually. There was 1 page on this particular paper was left blank.
glorious. Nothing to read, so I scribbled on it. I can't think why. In a hole in the ground lived a hobbit. Il envoie un éditeur qui s'appelle Stanley. Unwin, qui est un très bon éditeur. Son fils, le fils de Stanley Unwin, a 9 ans, et donc c'est lui qui va lire ce conte et qui va tout de suite y trouver un plaisir de lecture incroyable et va le recommander à son père. Le 21 septembre 1937, Le Hobbit est publié. L'accueil est très favorable, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis. Ce genre d'histoire, dira plus tard Tolkien, vient du fumier de notre esprit. Pour un amoureux des mots, pour un philologue, le mot fumier est capital. Il suggère l'engrais, ce qui permet de faire pousser ce qui est déjà là, enseveli sous les couches de terre. Hobbitbourg, c'est Serre Hall, où il passa les 4 plus belles années de son enfance. Et Bagzen, cul-de-sac, c'est la ferme de sa tante. Tolkien l'admet volontiers. Tout comme il reconnaît également qu'il est lui-même un hobbit. En tout sauf en taille, précise-t-il. J'aime les jardins, les arbres, les cultures non mécanisées, je fume la pipe, j'aime la bonne nourriture simple, pas congelée, et je déteste la cuisine française. J'aime les gilets brodés, j'adore les champignons, je ne voyage guère, et j'ai un sens de l'humour très simple. I have always, for some reason, I don't know why, been enormously attracted by trees. All my work is full of trees. I suppose I have actually in some simple-minded form of longing action would like to. I should have liked to be able to make contact with a tree and find out what it feels about things. Quand il termine Le Hobbit, Tolkien n'a pas encore l'idée du Seigneur des Anneaux. Il ne voit pas clairement où l'histoire peut le mener, ni comment la raccorder au Silmarillion. Devant le succès fulgurant des aventures de Bilbo au Pays des Nains, ses éditeurs lui réclament une suite. Tolkien évoque son Silmarillion en chantier, mais les éditeurs ne mordent pas. Ils veulent une vraie suite aux aventures des Hobbits, pour les enfants. La publication du Hobbit en 1937 a joué bien des tours à Tolkien. Il a été catalogué auteur pour la jeunesse, il a même reçu des prix aux États-Unis pour ce livre. Et à partir de là, Tolkien a dû se confronter à des étiquettes qui lui ont été collées. Auteur pour la jeunesse, à Oxford, on l'a rapproché de Lewis Carroll. Il a eu, toute sa vie, il a eu à se défaire de ce genre d'étiquette. À la demande de ses éditeurs, Tolkien décide donc d'écrire la suite des aventures de Bilbo. Mais surtout, la suite des aventures de l'anneau que Bilbo a trouvé dans la caverne de Gollum, cet anneau qui rend invisible. Quelle pourrait bien être son histoire? D'où vient-il? Et quelle est l'étendue de son pouvoir? Tolkien tâtonne, n'a pas de plan ni d'idée précise. Il commence à écrire. Et insensiblement, sans doute inconsciemment, il quitte le style enjoué et enfantin de Bilbo pour se rapprocher du récit plus sombre et terrifiant qu'est le Silmarillion. Le Seigneur des Anneaux est davantage la suite du Silmarillion que celle du Hobbit. Tout s'organise autour de l'anneau, plus qu'autour d'un des personnages, qu'il soit hobbit, elfe, nain, magicien ou humain. Viennent d'abord les cavaliers noirs, les spectres de l'anneau. Puis l'idée que l'anneau ne peut être détruit qu'au cœur du Mordor, dans la montagne du destin où il faudra l'emmener. C'est ici, dans cette rue pavillonnaire d'Oxford, que Tolkien va écrire Le Seigneur des Anneaux. La nuit, jusqu'à 1h ou 2h du matin, à la main, au dos de vieilles copies d'examen, pendant 12 ans. 12 ans, il faudra 12 ans à Tolkien pour achever l'écriture de son maître livre, et 17 ans pour être publié. Lorsqu'il accepte la proposition de ses éditeurs de donner une suite au Hobbit, les problèmes ne font que commencer. Et d'abord, cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui éclate le 1er septembre 1939. Quand on suit vraiment pas à pas l'écriture du roman et ses différentes phases, il y a un certain synchronisme, d'une certaine façon, entre la marche de l'histoire, la montée vers la guerre, puis la sortie de la guerre, difficile, et les phases de l'écriture du roman. Et
particulier la montée de l'angoisse dans la première partie. Et il y a aussi, me semble-t-il, quelque chose qui relie particulièrement Le Seigneur des Anneaux à la Seconde Guerre mondiale, c'est le sentiment d'une civilisation menacée. Ses propres fils étaient partis se battre. Et à travers eux, Tolkien revivait l'expérience des peurs qu'il avait rencontrées durant sa propre jeunesse, ce qui a ramené à nouveau la guerre au cœur du Seigneur des Anneaux. Et je pense que Tolkien a ainsi évoqué les choses terribles qui se produisaient autour de lui et celles qui s'étaient produites dans sa jeunesse mais qu'il n'avait probablement jamais exprimées. C'est son roman de la Première Guerre mondiale. Voici le Eagle and Child, un pub d'Oxford où chaque semaine se retrouvent les Inklings, comme ils se surnomment. Parmi eux, Tolkien. Tolkien aime rire et boire de la bière, si possible en bonne compagnie. Celle par exemple d'un autre professeur à Oxford qui deviendra lui aussi romancier, C.S. Lewis, un Irlandais du Nord originaire de Belfast et qui publiera bientôt un livre destiné à devenir un best-seller, Les Chroniques de Narnia. Moi, j'ai toujours été frappée par le caractère extrêmement complémentaire de ces deux personnages. Tous les deux, avec des points vraiment d'accord, tous les deux très croyants, tous deux mettant énormément d'enjeux dans la littérature, et tous les deux portaient justement à développer cette littérature de l'imaginaire qu'ils estimaient, au fond, trop négligée dans le monde littéraire de leur époque. Et en même temps, ils étaient très opposés sur beaucoup de points. La rencontre entre Tolkien et C.S. Lewis remonte à 1927. Tolkien lui a lu les passages du Silmarillion et du Hobbit. Et il fait de même avec Le Seigneur des Anneaux. Lewis l'encourage à continuer. Mais à la fin de l'année 1940, Tolkien s'arrête. Une hésitation plus qu'un blocage, qui durera 1 an. Il en est au moment où la communauté découvre la tombe de Balin dans la Moria. À l'été 1943, Tolkien doit l'admettre devant ses amis, il se sent complètement coincé. Son perfectionnisme, son sens aigu du détail semblent avoir raison de l'écriture. Rien ne doit être artificiel, rien ne doit être un décor en carton-pâte. Et donc, il doit y avoir une crédibilité, une cohérence de tous les éléments, aussi bien les paysages, la météorologie, la chronologie, la topographie, ce qui demande un travail considérable. Les langues différentes, les façons de parler des différents peuples, tout cela doit avoir sa cohérence parce que se rattacher à une réalité. Et cela amène Tolkien, justement, en particulier, à suivre les déplacements de ses héros sur des cartes, pour vérifier la façon dont on joint d'un point à un autre et vérifier aussi que c'est cohérent avec la chronologie qu'il donne. Tolkien dessine lui-même les cartes, invente les langues des personnages, pinaille sur chaque détail et insère dans son roman une dimension quasi philosophique. Il faut tout faire tenir et c'est un véritable casse-tête. Les lecteurs retiennent souvent du Seigneur des Anneaux la description d'un univers, l'invention des langues ou le souffle de l'aventure, c'est ce que disait Julien Gracq. Systématiquement dans le Seigneur des Anneaux, on est invité à nuancer notre jugement sur les personnages sur chaque peuple, mais également sur chaque personnage. On voit que Boromir est à la fois un héros et quelqu'un qui est capable de commettre une faute, en l'occurrence une trahison en essayant de prendre l'anneau, et il essaie de se racheter. Gollum est une créature transformée par l'anneau, mais qui n'est peut-être pas complètement perdue. Il y a un refus du manichéisme chez Tolkien, même si le bien et le mal sont des points de repère. Chaque personnage peut agir de manière bénéfique ou maléfique pour la communauté. Et il peut faire le choix à n'importe quel moment de son existence. Tergiversation, hésitation, doute et finalement panne sèche. Pendant 14 mois, Tolkien interrompt l'écriture du Seigneur des Anneaux.
On le sait parce qu'il correspond beaucoup avec son fils, Christopher, qui est enrôlé dans l'aviation et à qui il envoie beaucoup de lettres, à qui il envoie des passages entiers du Seigneur des Anneaux et à qui il exprime pendant toutes ces années ses doutes devant la tâche à accomplir. Il pense pendant longtemps qu'il n'arrivera jamais au bout de ce roman, beaucoup plus long que ce qu'il pensait faire au début. À la fin de l'année 1944, Tolkien se remet à l'écriture, jusqu'à l'automne 1949. Cette année-là est terrible pour Tolkien. Il se brouille avec celui qui l'a encouragé au plus fort de ses doutes, C.S. Lewis. Tolkien est le premier à qui Lewis lit ses chroniques de Narnia. Et il n'aime pas du tout. C'est le début du déclin de leur amitié. Là où Tolkien peine pendant des années pour écrire Le Seigneur des Anneaux, Lewis brille par sa rapidité. En 7 ans, il publie 7 livres, 7 histoires de Narnia, traduites dès leur parution en 40 langues et vendues à plus de 100 millions d'exemplaires. Tolkien achève, lui, Le Seigneur des Anneaux cette même année 1949, après 12 années de labeur. Il va avoir 60 ans. Et pourtant, le livre n'est pas prêt d'être publié. Tolkien achève la rédaction du Seigneur des Anneaux en 1949. Mais à ce moment-là, il pense à changer d'éditeur. Il est un peu tenté par l'éditeur Collins, qui est un grand éditeur écossais. Mais Collins lui demande très vite, d'une part, des coupes dans son texte, et surtout, il lui dit qu'il serait bien de le réduire parce que le papier coûte très cher en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Tolkien refuse. Il voudrait que Le Seigneur des Anneaux soit publié tel qu'il a été écrit, sans la moindre coupe, mais que soit aussi pris l'engagement de publier par la suite le Silmarillion, qu'il considère comme son œuvre la plus importante et qui est encore inachevée. Les éditeurs refusent. 3 années s'écoulent, pendant lesquelles Le Seigneur des Anneaux prend la poussière. Tolkien se montre intraitable. Il veut tout ou rien, et le dit sous forme d'ultimatum. Ce sera rien. Il faudra encore 2 ans pour que Tolkien accepte, à contre-cœur, la publication du Seigneur des Anneaux, sans le Silmarillion, en 3 volumes, chez son éditeur d'origine. Il y a une phrase célèbre de l'éditeur à son fils, Rainer Unwin, qui a joué un rôle essentiel dans la publication du Seigneur des Anneaux, qui lui dit « Bon, si on perd de l'argent mais que tu penses que c'est l'œuvre d'un génie, alors il faut la publier. » Absolument. Il y avait une sorte de défi à faire paraître Le Seigneur des Anneaux qui échappait complètement à toutes les normes lorsqu'il a été publié. Il le divise donc en 3 tomes, il change le titre du dernier tome, qui devait être La Guerre de l'Anneau et qui sera donc Le Retour du Roi, et le publie donc en 1954. Le livre a eu un succès d'estime, un succès critique, vraiment. Mais c'est dans les années 60, bien sûr, que l'explosion se produit sur les campus américains. Et c'est là qu'on voit la jeunesse américaine s'emparer de ce texte et en faire une lecture qui va dans le sens de la contre-culture. L'éloge de l'amitié, de l'amour, le refus de l'oppression, de la guerre, la défense de la nature. C'est ce qui a parlé aux étudiants américains. J'ai lu Tolkien très jeune. Je devais avoir 12 ou 13 ans quand je suis tombé sur La Communauté de l'Anneau dans une édition de poche américaine. Et ça m'a transporté, ça m'a vraiment amené dans un autre monde, un monde de grande beauté et de grande horreur. Je n'ai jamais autant désiré un livre que lorsque j'ai fini La Communauté de l'Anneau. Les 2 tours n'étaient pas encore publiés, il a fallu que j'attende 1 an. Et quand on est jeune, 1 an, ça semble durer 20 ans. Je ne savais pas quand le livre paraîtrait. Je l'attendais avec tellement d'impatience que lorsque je l'ai vu dans le kiosque, je l'ai acheté, je me suis précipité à la maison, et là, je voulais vivre en terre du milieu. Ça semblait tellement plus intéressant que Bayonne, New Jersey, où je vivais. Le Seigneur des Anneaux va être saisi par les étudiants américains qui vont en faire un livre totem. On va voir fleurir des badges, Gandalf for President. Et en l'espace de quelques années, le livre va se vendre en plusieurs millions d'exemplaires. Ça devient un livre culte pour toute une jeunesse. Pour lui, Tolkien, ce statut de livre culte va très vite le gêner parce qu'il considère que la jeunesse américaine ne voit pas dans le livre ce que lui a voulu y mettre. Et il ne se voit pas du tout comme un modèle de contre-culture, bien au contraire. Tolkien a bien d'autres choses en tête. Il veut poursuivre le Silmarillion. Depuis un demi-siècle, il travaille sans relâche à ce qu'il considère comme son grand livre. En 1959, il prend sa retraite de l'université. Mais au fil des années, il sent sa concentration décliner, son investissement faiblir.
En 1963, la mort de C.S. Lewis, l'ami d'autrefois, lui fait l'effet d'un coup de hache porté aux racines, écrit-il. Quant à Edith, sa santé est chancelante. Pour fuir les sollicitations des fans qui désormais l'assaillent de coups de fil en pleine nuit, le guettent à la sortie de la messe, introduisent des micros chez lui par la boîte aux lettres. Quand il ne débarque pas à l'improviste à son domicile, les Tolkien se retirent à Bournemouth, petite station balnéaire dans le Dorset. Discret, accordant très peu d'entretien, se méfiant de la célébrité, Tolkien ne cesse d'écrire et de revenir sur l'histoire de la Terre du Milieu. Dès la fin des années 60, les interprétations les plus fantaisistes se mettent à circuler autour du Seigneur des Anneaux, dont le succès est désormais planétaire. La philosophie, la psychanalyse, la sociologie, l'écologie, la mythologie comparée, Tolkien a pourtant dit très clairement qu'il détestait les allégories. Le Seigneur des Anneaux ne cherche donc pas à faire référence à quelque mythe que ce soit. Pas plus l'anneau des Nibelungen de Wagner, qu'il n'aime pas, que l'anneau de Gygès de Platon. Mais Tolkien sait qu'il a créé une mythologie, une œuvre qui le dépasse et qui appartient désormais à ses lecteurs. Ce qui me semble traverser le Seigneur des Anneaux, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, c'est cette réflexion sur la mort, sur le peu de temps qu'on a à vivre, et sur la manière dont on va employer le temps qu'on a à passer sur cette terre. C'est vraiment le choix que fait Frodo. Il a l'anneau, il a le choix entre essayer d'aller le porter le plus loin possible jusqu'en Mordor pour le détruire, ou attendre que la mort vienne le cueillir. Il fait le choix de l'aventure, c'est un pari. Il y a une phrase selon laquelle ce sont les petites mains qui font tourner le monde. Pendant que le regard des puissants est tourné ailleurs et ne voit pas ce qu'il faut faire, ce sont les petites mains, les mains des hobbits qui font 1 mètre de haut, qui actionnent les rouages du monde. Il y a un côté réactionnaire tout à fait assumé chez Tolkien et certainement un grand scepticisme quant aux bienfaits du progrès. Et un manque de confiance envers les puissants, disons, qui agitent les leviers et qui décident un peu de la marche du monde. Dans l'univers de Tolkien, chaque peuple, les elfes, les nains, les hommes, les hobbits, représentent une facette de l'humanité. Les elfes, c'est un petit peu le côté artistique, si on veut. Les nains vont être des créateurs du côté de la terre, des joyaux. Les hobbits ont ce rapport primordial à la nature, à la terre, et aussi ils passent leur temps à se disputer pour des querelles de clochers. Et bien sûr, le symbole le plus fort à retenir du Seigneur des Anneaux, c'est cette alliance entre les différents peuples, autrement dit entre les différentes facettes de l'homme. Je me rappelle l'année où j'ai lu Tolkien. Et je me souviens des cavaliers noirs et des hobbits se cachant sous les racines de l'arbre quand le cavalier noir les renifle. Je me souviin de Bree et de Frodon mettant l'anneau, et puis toujours à Bree, de la première rencontre avec Grandpa. Et je me souviens après, dans les livres suivants, de Sam et Frodon traversant la Moria. Je m'en souviens comme si ça m'était arrivé à moi. Je ne me rappelle pas les choses qui me sont vraiment arrivées cette année-là. Je ne me rappelle pas qui était assis derrière moi à l'école. Alors, qu'est-ce que j'ai vraiment vécu? Qu'est-ce qui est réalité et qu'est-ce qui ne l'est pas? Il y en a une qui est devenue une partie de ma vie, une partie de ma mémoire. C'est devenu en partie ce qui a fait qui je suis. Et l'autre, la prétendue réalité, elle s'est dissoute avec le temps qui passe. Je crois que les livres les plus prenants ont cette capacité. Ils deviennent nos expériences par procuration, et elles nous sont aussi réelles et importantes que les vraies. C'est pour cela que j'ai écrit dans un de mes livres, « Celui qui lit vit 1 millier de vies avant de mourir. Celui qui ne lit pas n'en vit qu'une seule. » La retraite de Tolkien sur la côte du Dorset prend fin de façon brutale. À la fin de l'année 1971, Edith se plaint soudainement de terribles maux de ventre. Elle meurt en quelques jours, à l'âge de 82 ans. Tolkien rentre à Oxford. Il emménage dans un petit appartement de célibataire. C'est là qu'il reçoit les honneurs du monde entier.
À l'été 1973, Tolkien tombe malade. Il retourne se reposer à Bournemouth, chez des amis. Mais les douleurs ne cessent pas. Le 2 septembre, il monte à son tour sur le dernier navire, celui qui l'emmènera, comme ses chers hobbits, vers les lointaines terres éternelles. Il faut bien comprendre que lorsque Tolkien meurt en 1973, on ne sait pas ce qu'il a écrit en réalité. On voit simplement dépasser la pointe de l'iceberg. Quand il meurt en 73, on a Le Hobbit en 37, Le Seigneur des Anneaux en 54-55, et puis quelques textes isolés. Et c'est son fils, Christopher Tolkien, qui à partir des années 70 a entrepris méthodiquement de publier les milliers de pages laissées par Tolkien au moment de sa mort. D'abord à travers le Silmarillion, qui est un texte fascinant parce qu'il nous montre la création de cet univers, l'apparition des dieux, l'apparition des elfes et des hommes. C'est le décor, si on veut, qui sert de cadre à l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et à partir des années 80, Christopher Tolkien a entrepris de commenter et d'éditer les textes de Tolkien dans leur état d'achèvement ou parfois d'inachèvement. Ce sont les volumes de l'histoire de la Terre du Milieu qui nous montrent ce monde en pleine évolution, des textes en prose, des textes en vers, une sorte de dictionnaire elfique absolument passionnant. Le Seigneur des Anneaux est sans doute l'un des plus grands romans de tous les temps. John Ronald Reuel Tolkien a inventé un monde, un mythe. Il nous laisse une œuvre capitale et nous pose à tous cette question. Comment un voyage inattendu peut-il nous changer ? Je suis fasciné par la manière dont notre espèce, notre humanité, s'est exprimée à chercher des moyens de communiquer ce qui est au fond de notre cœur. Pour moi, Tolkien fait tout cela, mais à un degré supérieur, parce qu'il tire notre humanité vers l'au-delà, vers une spiritualité. Il insiste sur les vertus de courage, d'amour, de défi, le défi devant le destin, le défi devant la mort, tout en nous aspirant au-delà. Tout ce qui est or ne brille pas. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Le vieux qui est fort ne dépérit pas. Les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel. Tolkien, le seigneur des écrivains. Merci d'avoir suivi avec nous ce documentaire sur l'histoire du créateur du Seigneur des Anneaux. Restez avec nous, car ça n'est pas fini. Nous allons poursuivre et vous proposer quelques-unes des clés de l'œuvre de Tolkien. Pendant encore quelques minutes, Vincent Ferré nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Vincent Ferré. Bonsoir. Merci d'être avec nous à nouveau et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de littérature générale et comparée à l'Université Paris-Est Créteil. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Tolkien. Le dernier, Lire J.R.R. Tolkien, vient de sortir, là, ces jours-ci, directement en poche chez Pocket. Alors, on l'a vu, rarement une œuvre littéraire aura eu un tel impact sur son époque jusqu'à aujourd'hui. Comment le mesurer d'ailleurs cet impact? Jusqu'où s'étend-il? Jeux vidéo, bande dessinée, mais aussi littérature? Ça, c'est absolument exceptionnel au cours du XXe siècle, puisque Tolkien a eu un effet dans la société avec les jeux de rôle. Il a inspiré des mouvements aux États-Unis, les mouvements étudiants. Il a donné naissance à toute la fantaisie moderne. De nombreux auteurs se sont inspirés, l'ont copié en fait. On a créé des maisons d'édition pour donner plus de Tolkien sans que ce soit du Tolkien aux lecteurs. Et encore aujourd'hui, à travers les jeux vidéo en ligne, les jeux de rôle en ligne, on a une survivance d'un imaginaire qui est supposé dériver de l'univers de Tolkien. Alors, on va essayer d'être très précis et de donner des conseils aux téléspectateurs qui ont regardé ce documentaire et qui se demandent peut-être ce qu'il faut lire. Vous le voyez, tous les livres là qui sont à nos pieds sont des livres différents et inédits de Tolkien. Beaucoup ont été réédités grâce à vos soins, édités tout simplement en français grâce à vos soins. Est-ce qu'on peut lire Tolkien à tout âge d'abord? Oui, certainement, et ce sont les témoignages qu'on reçoit toujours. Donc, ce sont les éditions Bourgois, Christian et Dominique Bourgois, qui ont décidé de publier l'intégralité de l'œuvre de Tolkien. Et on voit très bien que, par exemple, pour les lecteurs adultes, Le Seigneur des Anneaux
parle beaucoup, puisque c'est un roman d'aventure, la découverte d'un monde, mais également un roman historique. Si on aime les récits historiques, on va aimer l'histoire de ce monde-là. L'autre livre que je conseille aux adultes, c'est souvent Les enfants de Hurine. Les enfants de Hurine. Un récit bref de 200 pages qui ouvre vraiment une fenêtre sur le passé de la Terre du Milieu, mais également sur la littérature européenne. Il est très inspiré des récits nordiques, du Kalevala et de l'histoire grecque. Alors ça, c'est pour ceux qui ont déjà lu Le Seigneur des Anneaux ? Non. C'est pour tous les lecteurs. On peut commencer par Les enfants de Hurine, si voilà, on veut. Tout à fait, exactement. Et alors, les enfants, parce qu'on l'a vu, parfois on réduit, et ça énervait beaucoup, d'ailleurs, Tolkien, et à juste titre, on le réduit parfois à un auteur jeunesse, mais c'est vrai que les enfants peuvent lire très jeunes, très tôt, les romans de Tolkien. Qu'est-ce que vous conseillez ? Le Hobbit, bien sûr. C'est un récit pour ses enfants, c'est un conte joyeux qui petit à petit change de ton et commence à annoncer Le Seigneur des Anneaux. Les lettres du Père Noël, celles qu'il envoyait chaque année à ses enfants, qui sont magnifiquement illustrées. Mais pourquoi pas Roverandom, qui est un livre de consolation. Son fils Michael perd un jouet sur une plage. Tolkien lui offre un récit pour le consoler. Il lui explique que son jouet, c'est un petit chien qui est parti sur la Lune. Ça, c'est pour faire découvrir aux plus jeunes l'œuvre de Tolkien. Oui. Vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait commencer peut-être aussi par Les enfants de Hurine. Comment lire, Vincent Ferré, les dizaines de livres qui sont des contes, des récits, des légendes qui s'articulent d'ailleurs d'une manière parfois non chronologique? Par quoi faut-il commencer pour être très concret? La caractéristique de Tolkien, c'est que son œuvre est cyclique. Donc Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, Le Silmarillion, mais le Silmarillion lui-même ouvre vers l'histoire de la Terre du Milieu. Donc l'œuvre est suffisamment vaste, éditée par Christopher Tolkien après la mort de Tolkien, pour qu'on puisse choisir ce qu'on préfère, des poèmes héroïques, des histoires d'amour, des récits en prose, pourquoi pas des textes historiques de type annales, ou bien un dictionnaire elfique comme celui de La Route perdue, les étymologies, qui sont un petit peu l'équivalent des mots latins en elfique, c'est-à-dire des mots elfiques rangés par racines. Alors, donc si je vous suis bien, on choisit en fonction de nos goûts, si on est porté vers la poésie, vers le roman lyrique, ou au contraire vers les études philologiques un petit peu plus sérieuses. Mais c'est pour ça que Tolkien a un tel succès, c'est qu'il parle à tous les types de lecteurs. Le Seigneur des Anneaux, Vincent Ferré, vient d'être à nouveau édité, toujours chez Bourgois, mais dans une nouvelle traduction. Alors on va être très très concret et sans langue de bois. Est-ce que si aujourd'hui je veux relire ou lire tout simplement Le Seigneur des Anneaux, je lis l'édition dans la traduction de Fernand Ledoux publiée chez Pocket, ou est-ce que je me lance dans la nouvelle traduction qui vient de paraître chez Bourgois, signée Daniel Lauzon? On voulait que le lecteur ait le choix, mais c'est vrai que la nouvelle traduction a été décidée par Dominique Bourgois pour donner accès à un texte qui soit au plus près des souhaits de Tolkien, à partir d'un texte anglais corrigé et en suivant les indications qu'il avait laissées au traducteur, ce que n'avait pas pu faire Francis Ledoux en 72. On ne connaissait pas à l'époque les milliers de pages qui depuis ont été éditées par le fils de l'auteur. Votre livre préféré de Tolkien, à vous, sincèrement? Le Seigneur des Anneaux, mais j'aime énormément Faerie et autres textes, qui contient des nouvelles kafkaïennes, comme Feuille de Nigel, ou qui contient également Le Retour de Beorhtnoth, qui est un dialogue dramatique, une méditation sur la mort et sur la guerre. Voilà, donc énormément de choix. Et puis votre livre également, qui vient de paraître, Lire, J.R.R. Tolkien, qui sort en Pocket. Ça, c'est le petit guide indispensable de poche pour tous ceux qui veulent en savoir davantage. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je voudrais remercier celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer, cette émission. La semaine prochaine, émission spéciale, exceptionnelle, pendant 2 heures. La Grande Librairie vous propose la réponse à cette question que je vous pose depuis le début de la rentrée littéraire. Quel est le livre qui a changé votre vie? Les 20 livres qui ont changé la vie des Français, nous vous les dévoilerons au cours d'une émission de 2 heures. Je vous promets énormément de surprises avec des écrivains, mais aussi avec des comédiens et avec des artistes. Vous verrez, bel hommage à la lecture et à la littérature. Et c'est grâce à vous, car c'est vous qui avez composé cette liste. Merci, à la semaine prochaine. La lecture de la Grande Librairie continue sur France5.fr.